Bien, bonjour à tout le monde. Merci, merci à vous tous d'être ici pour partager ce petit moment. Excusez mon tract du début, j'espère que ça va se calmer. Merci à Loïc qui m'a poussé à venir ici, à me mettre en danger. Et puis à la ville, bien sûr, au théâtre. Voilà, je suis donc de profession dessinateur et j'ai eu la chance de bifurquer dans le monde du cinéma. C'est un univers que j'aime bien, fabriquer des films, participer à cette fabrication. Et par le dessin, j'ai commencé direct, après avoir fait de la bande dessinée, j'ai commencé direct par le 5e élément. Donc c'était plutôt assez étonnant. J'ai demandé à deux petits collègues de me faire une petite vidéo, Benoît Torte pour les images et Jérémy Garcia. Et on va vous diffuser pour ceux qui ne connaissent pas trop mon travail. Ils ont fait un medley qui flatte mon nombril, ils sont mignons. Donc je vous place quelques images en attendant. C'est pas grave. Sans le son. Bon, c'est pas grave, on le fait sans la musique, il nous reste les images de Benoît. Donc voilà, en gros, principalement sur mes longs métrages, les plus connus, donc c'était le 5e élément, où j'étais uniquement concept designer. Un peu plus tard, il y a eu d'autres films, mais en grosse expérience de design et de gestion d'équipe et de gestion de chaos, il y a eu Arthur et les Minimoys. Et dernièrement, toujours avec le père Besson, c'était du concept design pur et dur, travail à distance sur Valérian et la cité des 1000 planètes. Moi, ce que je trouvais intéressant juste dans la vidéo, c'était de montrer rapidement les vieilles techniques sur le 5e élément où il n'y a quasiment pas de numérique. Même pour la diva, aucun numérique. Valérian, on est bien sûr dans le numérique total. Et Arthur et les Minimoys, qui était censé être un mélange entre prise de vue réelle et un personnage 3D, nous avons fini avec du total numérique. Pour des choix de réalisateurs, d'un réalisateur qui changeait énormément d'avis quant au cadrage, quant au montage, et ainsi de suite. Donc, 5e élément du live, de la maquette, un peu de numérique, mais guère. Arthur et les Minimoys qui était censé être un mélange, et Valérian qui est gonflé de numérique à tous les étages, et qui est tout à fait... enfin, moi j'aime bien le film visuellement, mais bon, après c'est personnel sur l'histoire, tout à fait étrange. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce parcours où, dans l'industrie du cinéma, et un peu dans le jeu vidéo, je me suis retrouvé à me frotter aux gens qui travaillent là-dedans et à différents programmes que l'on est censé utiliser pour faire de belles images. Mon papier. Tout d'abord, sachez que j'ai commencé par la bande dessinée. J'ai sorti quelques albums avec ma compagne Céline. Et à l'époque, il n'existait absolument pas l'ordinateur. L'ordinateur, il est arrivé bien plus tard. Ça existait à l'époque du 5e élément, mais il est arrivé bien plus tard pour ce qui est, dans mon expérience, quelque chose que j'ai pu constater sur le terrain. C'était dans les premiers dessins animés comme Highlander ou Dragonfly où j'ai travaillé, on était vraiment dans du traditionnel. L'ordinateur n'existait pas. Il y avait tout simplement le rhodoïde, les choses comme ça, la couleur à la main, et ce genre de choses. Ensuite, avec nous, à Gaumont Multimédia, est arrivée la série qui s'appelait Le Magicien. Et j'ai vu arriver ces espèces de trucs comme ça, là, des boîtes, où il y a plein de gens qui savaient travailler dessus, qui étaient très doués. Et je me suis toujours dit, jamais je m'approcherai de cette chose. Parce que des touches, comme ça, une espèce de souris, tout ça, c'était complètement horrible. Et par la force des choses, j'ai continué dans ma patte. Hein. J'ai réussi à m'enquiller sur des productions qui étaient très intéressantes, mais d'animation. Hein, mais c'était toujours, moi, par le biais du crayon. Je dessinais noir et blanc, les autres mettaient en couleur, ainsi de suite. J'ai pu m'infiltrer et observer ce qui se passait là-dedans. Et c'est vrai que le pipeline de travail avec le numérique a permis vraiment des rendus tout à fait autres qu'à l'origine et un enrichissement.
visuel et une facilité de travail parce que les gens du coup pouvaient aller beaucoup plus vite dans l'échange. Moi le directeur artistique ou le réalisateur voulait changer de couleur, voulait changer le décor, c'était beaucoup plus facile, on découpait, on recollait, ça s'appelait Photoshop déjà à l'époque et c'était pour le monde de l'animation déjà un gros passage. Il faut dire que sur le 5e élément, je voulais vous raconter juste une petite histoire qui m'avait fait beaucoup rigoler. Il y a le bateau, un grand bateau bleu qui s'appelle Flocheton. Et pour vous dire qu'on était vraiment à poil au niveau technique, on avait juste une photocopieuse. Le Flocheton, à un moment, la production était telle qu'il fallait produire énormément de pièces et d'idées, de formes. Et on n'avait plus le temps, on était débordés. Et on a commencé à sortir des post-it et faire les designs sur des post-it. Et à l'essentiel. Comme quoi un design, c'est pas quelque chose qui est complètement, qui tombe comme ça, des nus, fini, magnifique. Et on a posé juste des formes. Et moi, j'avais posé la forme de ce bateau, qui est quand même une création importante pour le film, et sur un post-it. Et suite à ça, Besson est passé, on a fait des photocopies, on a agrandi ça 20 fois, 30 fois, on a collé ça au mur, il a vu que du feu, et il a dit, moi je veux ça. Et du coup, après, il y avait un vrai travail de design, de création, où on rentre dans le détail. Donc voilà, à l'époque du 5e élément, la photocopieuse, c'était notre ordinateur. Et il y avait aussi le plaisir de l'original. On fauchait des originaux qu'on s'offrait entre nous, par exemple. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui dans le numérique. On peut s'échanger une image, mais on n'a plus ce rapport d'échange entre dessinateurs ou autres. Ce qui est un peu triste, quelque part. Ensuite, j'ai eu, vers 2001, l'expérience Immortel ad vitam. J'ai pu travailler pour Enki Bilal. Et c'était un des premiers en France, je crois, à se lancer dans ce genre de production, un film 3D, full 3D, mélange comédien. Je sais que son expérience, puisqu'il nous l'a raconté, a été très très douloureuse, tant pour le suivi de la fabrication que pour son rapport avec les techniciens, puisqu'on lui cachait le travail qu'on fournissait à l'époque, parce qu'il y avait une vraie forme d'incertitude. Immortel ad vitam, qui vaut ce qui vaut, qui est une œuvre à la Bilal, a été une espèce de cuisine où, en France, on s'est cassé les dents pour obtenir quelque chose qui puisse être cohérent visuellement. Ça vaut ce que ça vaut, moi j'aime bien, c'est une drôle de création. C'est vrai que nous, en 2001, quand on a commencé le concept d'Arthur, on est parti sur le personnage 3D et tout le décor live. Avec Céline et une petite équipe, on a filmé un pilote qui durait 1 minute, où on a tourné on a fabriqué des petits décors, on a tourné à l'intérieur des grands mouvements de caméra, comme sur un plateau de cinoche, et puis la société Buff Company a récupéré tous les rushs de décors et a incrusté à l'intérieur justement le personnage d'Arthur. Le rendu était génial. C'est ce que moi je voulais vraiment pour le film. On s'est battu avec Pierre Buffin, mais bon, après, suite au problème de fabrication, tout a fini en numérisation des planches. Le numérique a sauvé le film quelque part, parce qu'on n'aurait jamais pu le faire dans les temps, bien que ça ait pris 7 ans. C'est ça, le premier film. Et avec les 2 autres qui ont suivi, en tout, on a craqué 9 ans de notre vie pour cette trilogie, qui était intéressante, parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on faisait une espèce d'usine comme ça en France, je ne me trompe pas. C'était ça, c'était la première fois. On ouvrait les portes, et c'est ça qui était intéressant, de faire un passage vers ce genre de création. Et je crois que le film a sauvé la boîte de production Europa à l'époque, qui était pas bien. Moi, je suis pas devenu riche, hélas. Bon, c'est pas grave, c'est autre chose. Voilà. Aujourd'hui, pour ma part, moi, je travaille sur des trucs perso. Je mélange toujours. Je suis un peu obtus. Je mélange toujours différentes techniques. Marionnette, live. J'adore la marionnette. Donc, je reste toujours sur le rétro et toujours avec un regard assez inquiet sur tout ce qui est numérique. Mais c'est très personnel. Voilà, je constate de toute façon que aujourd'hui, quand je vois le travail de design de beaucoup de jeunes, on va sur des sites comme ArtStation ou des choses comme ça, on voit des créations complètement dingues. Et
il y a énormément de jeunes qui ne savent pas dessiner sur papier. C'est quelque chose que je trouve complètement étrange, mais en même temps c'est tout à fait logique par rapport à l'évolution exponentielle qu'il y a eu de cette technologie. Eux, ils ont grandi avec des outils que nous, on n'avait pas à l'époque. Moi, j'ai le plaisir de retourner à une feuille de papier ou de peindre avec de l'acrylique, faire une toile ou des choses comme ça. Les jeunes aujourd'hui, énormément, ne savent pas peindre sur une toile, par exemple. Mais eux, ils font des trucs sur ordi. Je regarde ça, je me dis, mais c'est incroyable. Il y a même des programmes comme Mandelbub, qui sont des programmes qu'ils utilisent, qui sont des programmes de fractales aléatoires et qui créent des décors complètement surréalistes, qui réutilisent pour faire des illustrations et à l'intérieur desquels ils créent des personnages en 3D, ils injectent des personnages en 3D. Enfin, voilà, on n'est plus que dans des créations numériques composées, ce qui arrange énormément les boîtes de prod. Le travail de créa sur papier, enfin, moi j'affectionne particulièrement, mais aujourd'hui les boîtes de prod sont très intéressées par cette nouvelle technologie et par ce vivier de jeunes qui arrivent avec une rapidité d'exécution incroyable, parce que bon, déjà ce sont des jeunes, on peut les payer moins cher et en même temps, ils arrivent avec une vision du design. Ils ont digéré énormément de choses des anciens que eux, on arrive à transformer aujourd'hui parfois en certaines choses intéressantes. Après, il est vrai que dans le concept design, quand on regarde, je vous parle de quelques têtes qui se sortent du lot, parce qu'aujourd'hui dans le concept design, il y a énormément de choses qui se ressemblent et qui se répètent dans les structures, dans les lumières, dans les mises en scène de ces images. Il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux. Bien sûr, quelques têtes sortent. Je voulais dire un autre truc. Tu te moques de moi. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est juste au début de l'intégration dans notre système de toutes ces technologies numériques dans le travail de design. Et on crée des tissus, on crée des matériaux improbables. On fait, avec l'intelligence artificielle, on fait énormément de choses qui ouvrent des pistes hyper intéressantes. Et pour un vieux dinosaure comme moi, je sais que ça m'arrive énormément de perdre pied, bien souvent, parce que je me sens complètement dépassé. Les jeunes d'aujourd'hui sont plutôt dans une dynamique où ils absorbent tellement, ce sont vraiment des tampons de tout ça, et ils arrivent à retranscrire et retravailler avec toute cette énergie, et ils sortent des choses quand même assez improbables, malgré cette répétition de structure. Le dernier point que je voulais souligner assez rapidement, c'est l'abus du numérique dans les films. Pour moi, un bon film, il y a des films qui vont parler de l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Il y a Blade Runner, bien sûr, Matrix, AI, enfin iRobot, ce genre de choses, tout ça. Bon, déjà, on a abordé ces trucs-là. Mais aujourd'hui, on a des films qui sont de magnifiques boîtes, visuellement très beaux, avec des scénarios inexistants. Et c'est super triste parce que la technologie ne fait pas obligatoirement le cinéma ou le jeu vidéo voilà. Et il vaut mieux un petit film intimiste de science-fiction qui va toucher une fibre sensible et faire découvrir ou vibrer à l'intérieur, raconter quelque chose de précieux, que quelque chose ou un film où, enfin pour ma part, on voit des trucs qui volent dans tous les sens et on s'ennuie, à la fin on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc la technologie a aussi permis de créer ce genre de monstres. Valérian pourrait en faire partie un peu, pour beaucoup, mais c'est voilà, on est dans ce côté exponentiel, un peu sans contrôle de tout ça. Question. Je suis désolé. Des questions personnelles, scandaleuses? Vous en avez sûrement. Il y a quand même des personnes qui bossaient sur des projets pas dégueux. Je vois des gens là, par là qui, je suis sûr, ils brûlent, mais ils osent pas en fait. Vous avez plus faim qu'envie de parler à Patrice Garcia. C'est vous qui voyez. Ah, on en a une là. On en a une juste ici.
savais qu'on pouvait compter sur toi, Jean-Philippe. En attendant, je vais vous faire la diaporama. Bonjour, merci pour cette présentation. Merci à toi. Je me demandais aujourd'hui, dans notre époque, qu'est-ce qui serait un bon exemple de création contemporaine, mais qui allie aussi une histoire, une émotion, une œuvre en fait existante, qui aurait bien intégré les techniques actuelles, mais qui n'aurait pas fait juste de l'esthétique pour de l'esthétique, quoi. De suite, là, je pense au Gardien de la Galaxie, par exemple, numéro 2, numéro 1 ou 2, où on est dans une culture pop, tu vois, un peu rétro, tout ce que tu as envie, et en même temps, où au niveau technologie, les mecs, ils ont complètement digéré le truc. Et puis, c'est un film spectacle, grand public, voilà, qui amuse, qui fait plaisir. Et ils se sont même amusés dans le 2 à utiliser des programmes un peu comme Mandelbub, dont je parlais tout à l'heure, où ils représentent la maison de cette espèce de créateur de monde en forme de fractal. Et c'est répétition de structure, toujours comme ça. Et c'est un programme qui fait ça. Et ils utilisent ce truc-là pendant une bonne partie du film. Donc technologie et émotion, amusement, voilà. Ok, c'est grand public, mais ça fonctionne très bien pour moi. C'est perso. Je suis derrière, on en a une autre. Merci. Moi, j'ai une question, je suis très intrigué sur le processus créatif que vous pouvez avoir. En fait, c'est plus comment ça se passe, parce que je vois que vous puisez beaucoup votre inspiration dans plein de choses et en même temps, vous arrivez derrière à recréer. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit peu comment se déroule en termes de phase? Est-ce que vous avez toujours de l'inspiration? Est-ce que vous avez besoin de temps à vous dédié pour vous nourrir? Et est-ce que vous avez, par exemple, aussi dans les processus créatifs, est-ce que c'est des choses, un petit peu des sprints, où vous êtes comme un vrai créatif enfermé dans une pièce pendant plusieurs jours à créer l'œuvre? Non. Il y a plusieurs phases. Il y a des trucs. Des fois, quand on te demande un design, tu comprends pas ce que l'autre veut en face déjà. Il faut un temps d'absorption pour rentrer dans la sensibilité de l'autre et de savoir, de digérer le truc. Moi, en général, c'est un truc qui se passe à l'intérieur de moi. Je descends comme si je descendais un peu en fréquence, tu vois. Et je pars dans mon sous-marin intérieur. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, il sort un truc. Voilà. Abracadabra, il y a une idée. Quand j'en sors une que je trouve pas géniale, je me dis non, je la finis parce que t'es payé et puis il faut se proposer des choses, tu vois. Mais quand je sors le bon truc, je le sais. Par exemple, la diva du 5e élément, j'étais un peu dans cette phase-là, j'étais à la maison et puis j'ai eu l'idée de la forme, tu vois, juste, j'avais cette vision comme ça de la forme. Je suis rentré au boulot, je faisais la navette Paris tous les jours, enfin toutes les semaines à cette époque-là. Et j'ai pris l'aérographe, les feutres, le crayon, tout ça, et puis le truc est sorti. J'ai passé une semaine dessus, je l'ai fait sous toutes les coutures. Et quand l'équipe a vu, enfin le réalisateur a vu, et puis le directeur artistique ont vu le truc, ils ont fait comme ça. Non, c'est nul, tu vois. Et puis il y avait plein de trucs. Mais moi, je savais qu'elle était là. Il y avait même Besson qui avait marché sur des dessins qui étaient par terre. J'ai pris mes trucs, je suis allé, je les ai rangés, j'ai étalé, tu vois, et puis je les ai remis au mur. Et puis ils sont repassés, ils se sont arrêtés, ils ont fait oui, c'est ça. Voilà. Donc ça vient de quoi? Je sais pas comment ça marche vraiment. Bien sûr, des fois, on te demande quelque chose, tu es obligé de t'inspirer de telle ou telle chose, et parce que la référence c'est ça, et que la personne qui te commande la pièce veut quelque chose qui soit dans cette patte-là. Donc après, tu es obligé de te nourrir de docs, de bouquins. Aujourd'hui, on a Internet, c'est beaucoup plus facile, mais pour rester dans cette référence, tu vois. Mais en général, quand j'ai l'impression de vraiment faire un design qui vaut le coup, je suis étonné moi-même. Tu vois? Voilà, je m'y attendais pas. Je sais pas si je réponds à ton... Très bien, c'est parfait, merci. Il y avait une autre question, je crois. Non? Si, juste là. Vous aviez dit que vous
Vous avez travaillé sur des jeux vidéo. Est-ce que vous auriez des exemples, s'il vous plaît? Il y avait The Fifth Race. C'était un jeu de course de voiture. Et il y a eu le Rhizome, sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Rhizome, qui est un jeu online. C'était un des premiers jeux online qui était en route. Le truc a clashé en cours de route, mais il s'est quand même fait, quoi. Le projet, c'était des années. En France, c'était la première fois qu'on faisait ça. Et j'ai vu le producteur s'arracher les cheveux bien des fois. Ouais. D'accord, merci. On va manger. En fait, vous avez gardé toutes les questions de la matinée pour la fin. Non, mais c'est bien. C'est bien. Lui, il va me sortir un truc. Non, justement, tu parlais de jeux vidéo et des films. Il y a une différence de travail entre l'univers du jeu vidéo, par exemple, dans la manière d'avancer dans le boulot, dans le concept et le cinéma? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance déjà. Tu vois, l'exercice. Moi, je le prends de la même façon, l'exercice. Ça me trouble pas de bosser ou pour un jeu vidéo ou pour moi, c'est un peu la même chose, mais c'est pas du tout la même ambiance. Et, je sais pas. J'ai plus d'affect pour le. J'ai tellement dit à mon fils d'arrêter de jouer aux jeux vidéo que je préfère bosser sur un film. C'est vachement plus fun, quoi. Tu vois, c'est pas. Bravo. On va manger. Vous êtes sûr? Ah, quand même. Je vais danser pour toi. Merci. Non, en fait, j'ai une question. Vu de l'intérieur, en fait, comment sont perçues les nouvelles plateformes, en fait, comme Netflix, Amazon, etc., qui créent des contenus un petit peu parallèles justement à l'univers du cinéma et qui sont un peu décriés en ce moment d'ailleurs par le milieu du cinéma? Ben oui, parce que ça tient pas du système de subvention pour faire des films. Voilà. Ils sont libres, eux. Netflix et compagnie. Et ils font ce qu'ils veulent. Et les boîtes de prod pour le cinéma, et il faut qu'ils aient des contacts avec les systèmes de financement traditionnels, le CNC et ainsi de suite. Ils ont créé une autre économie, un autre système de production qui intéresse tout le monde, en fait. En fait, qui fait beaucoup de jaloux, je crois. Ils ont trouvé autre chose. C'est très bien. Voilà. De toute façon, ça avait besoin d'un petit coup de fouet. On sait très bien que les États-Unis, Hollywood, ils ont pris cher. Hein. Mais même aujourd'hui, EuropaCorp a eu des soucis financiers, en grande partie aussi, parce que Valérian a été un effondrement aussi. Mais et pour d'autres histoires. Mais c'était aujourd'hui, je pense que tout le monde pleure le fait qu'EuropaCorp soit dans une mauvaise passe, parce qu'ils injectaient énormément d'argent dans le système, et puis ils nourrissaient beaucoup de monde. Voilà, on perd ce genre de structure, et puis il y a une bande de pirates qui arrivent à faire des trucs qui valent ce qu'ils valent, hein, mais en tout cas ils produisent énormément, et puis ils nourrissent beaucoup de gens. Il ne faut pas oublier que c'est une industrie, et qu'il y en a qui se font de l'argent, mais aussi il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à toutes ces industries, quoi. Et Netflix et compagnie, moi je trouve ça très bien. C'est d'autres portes ouvertes pour des gens qui ont envie de faire des projets, qui n'ont jamais réussi à passer par d'autres sentiers. Je connais pas mal de producteurs qui font tout pour s'approcher de Netflix et Amazon ou Google. Enfin, tout le monde va s'y mettre. Les empires vont s'y mettre. Et tant mieux, ça fera du travail. Et il y aura des créations qui seront bidons, et puis il y aura des créations qui seront certainement très bien. Moi, je sais que là, ils sont en train de ressortir Dark Crystal. Ils font 10 fois 50 minutes. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « ouais, génial ». Et il n'y a qu'une boîte comme Netflix qui pouvait se permettre ça, même s'ils sont en association avec Jim Henson Company. C'est les vieux de la vieille qui viennent. Je crois que c'est Louis Leterrier qui réalise, je ne suis pas convaincu, je ne sais pas. Ils ont fait un truc qui va être certainement un très très beau jouet. Quand ils produisent avec ce réalisateur qui a fait Seven, comment il s'appelle,
Oui, Fincher. Cette série de dessins animés sur Love, Death, Robot, je suis heureux de voir de l'expérimentation dessin animé de toutes les pattes possibles. Quel producteur sur Terre aurait pu faire ça? Enfin, on peut voir quelque chose, une boîte qui s'ouvre comme ça, avec de la création à l'ancienne, super moderne, dans des pattes complètement différentes. Moi, je trouve ça génial. Voilà, donc c'est bien. C'est peut-être un petit coup de fouet dans le système et il en avait peut-être besoin. Netflix & Co. Voilà. Merci. De rien, monsieur. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. Merci.